Alors, on m'a demandé de me présenter rapidement, je vais essayer de le faire. Je travaille depuis le début de ma carrière sur le déterminisme du sexe chez les poissons. Ça m'a amené à m'intéresser à d'autres clades, et en particulier ceux dont je vais vous parler ce soir. On va parler un petit peu de reptiles, on va parler un petit peu de mollusques, et on va parler beaucoup de poissons. Je travaille au CIRAD, mon employeur c'est le CIRAD, le Centre international en recherche agronomique pour le développement. C'est, si vous voulez, l'équivalent de l'INRA, mais tourné vers les pays et l'agriculture des pays du Sud. Donc on a la chance de beaucoup voyager. Et c'est un point important parce qu'effectivement, une bonne partie des espèces dont je vais vous parler sont des espèces qu'on trouve essentiellement dans les pays tropicaux. Grâce à mon travail, voilà, je peux avoir une certaine proximité avec certains de ces animaux. Je travaille actuellement dans une unité mixte de recherche qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui regroupe différents partenaires, dont le CIRAD. Et je pense que j'ai assez parlé de moi. Je vais parler de sujets beaucoup plus intéressants, les animaux et le changement de sexe. Alors, je vais essayer dans mes propos de traiter, pas forcément toujours dans l'ordre qui apparaît ici, mais de ces différents points, un petit peu rappeler comment se fait la détermination du sexe chez les animaux, préciser qu'il y a différents types d'animaux qui vont changer de sexe. On connaît beaucoup les hermaphrodites, on connaît moins ce qu'on appelle les gonochoriques, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui peuvent aussi non pas changer de sexe, mais avoir des inversions fonctionnelles de sexe. Et on verra dans ma conclusion que finalement, ces deux types d'espèces ne sont peut-être pas si éloignés les unes des autres. J'essaierai de vous montrer un certain nombre de facteurs qui induisent ces phénomènes de changement de sexe ou d'inversion de sexe. Et j'essaierai, c'est une question qui est difficile, mais j'essaierai de donner quelques éléments sur pourquoi ces changements de sexe, pourquoi ces inversions de sexe. Et tout ce que je vais vous montrer va toucher de très près le milieu naturel. C'est pas, il y a quelques expérimentations en laboratoire, en milieu contrôlé, etc. Mais l'essentiel de mon propos va quand même concerner des choses qui arrivent dans le milieu naturel et donc des choses qui sont le quotidien des animaux que je vais vous présenter. Alors, le premier point qui est extrêmement important d'avoir en tête, c'est la diversité de la sexualité qu'on observe chez les animaux, en particulier chez les poissons. Je vais beaucoup parler de poissons, mais pas que. Et cette sexualité, cette diversité de la sexualité, elle s'exprime avec des mots, des termes qui sont un peu barbares, qu'il ne faut pas forcément chercher à retenir, mais par contre, il est utile de comprendre pourquoi il y a ces différentes catégories. Donc, je vais vous les décliner très rapidement. D'abord, le gonochorisme. Le gonochorisme, c'est par exemple ce qui se passe dans l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont mâles, il y a des individus qui sont femelles, et la plupart d'entre eux vont rester des mâles toute leur vie, des femelles toute leur vie. Les mâles ayant des testicules, produisant des spermatozoïdes, les femelles ayant des ovaires, produisant des ovules. Donc ça concerne la très grande majorité des animaux. Et on va voir que ce qui paraît comme ça extrêmement fixe, comme ça a été dit dans l'introduction, n'est pas si fixe que ça. Il y a une plasticité. Et cette plasticité, on l'a découverte depuis pas si longtemps que ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années. On s'aperçoit que chez des animaux qui sont censés conserver le sexe qu'ils ont acquis au moment de la fécondation, il peut très bien y avoir, chez un certain nombre d'espèces, des déviations, des changements de sexe ou des inversions de sexe. Alors, le deuxième mot un peu barbare, c'est la détermination du sexe. En fait, c'est assez simple, c'est l'ensemble des facteurs qui vont être capables de piloter ou de décider du futur sexe d'un individu.
Alors, sans doute, j'utiliserai le terme de cascade. En fait, cette détermination du sexe, qui peut être génétique ou environnementale, ou un peu un mélange des deux, elle va déclencher une cascade, c'est-à-dire qu'elle va déclencher une première réaction moléculaire, un gène qui s'exprime, qui va déclencher l'expression d'un autre gène qui est en dessous de lui, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça une cascade. La notion de cascade est importante et intéressante parce que dès l'instant où il y a une cascade, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux auxquels des facteurs capables de moduler la différenciation du sexe vont être capables d'agir. Donc gardez en tête ce terme de cascade. Et l'autre point qui est important, c'est que cette cascade, en fait, elle va amener à la différenciation sexuelle d'une gonade qui est initialement bipotentielle. C'est le cas chez notamment tous les vertébrés, c'est le cas chez l'homme, dans l'espèce humaine. On a chez tout embryon une gonade qui est initialement bipotentielle et qui n'attend qu'un signal pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc quelquefois ce signal arrive, quelquefois il n'arrive pas, quelquefois il arrive de manière différente de ce que les cellules attendaient. Et là aussi, c'est un point important pour bien comprendre ce que je vais vous présenter ensuite. Et là, on est presque déjà sur ce que je dirais à la fin, c'est-à-dire que, en fait, le destin gonadique, le sexe gonadique, qui était considéré jusqu'à peu comme quelque chose de fixe et établi par une compétition entre deux cascades. Donc il faut vraiment imaginer que vous allez avoir pour fabriquer un garçon, fabriquer une fille, fabriquer un mâle, fabriquer une femelle, une cascade avec deux voies, une voie mâle qui va conduire au mâle, une voie femelle qui va conduire aux femelles. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir, mais c'est relativement récent, c'est que ces deux voies sont en compétition, et non seulement elles sont en compétition au moment où se fait la détermination, mais restent en compétition pendant toute la vie. Ce qui veut dire que pendant longtemps, on s'est dit, une fois que le déterminisme est passé par là, c'est fini, tout est décidé, plus rien ne bouge. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, que ces deux voies continuent à se battre pour exister et qu'elles ne demandent qu'à prendre le pas sur l'autre voie. Donc c'est ça qui est la clé de tout ce que je vais vous raconter, de ces inversions de sexe, de ces changements de sexe. C'est le fait que, d'une part, il y a une bipotentialité initiale de la gonade, d'autre part, il y a une cascade qui va amener à cette différenciation du sexe, et enfin, qu'on est dans un processus qui est dynamique, puisqu'il y a une nécessité non seulement de construire, mais ensuite de maintenir. Alors en fait, toutes ces certitudes qu'on a eues pendant, on va dire, jusqu'aux 20 dernières années, ça vient bien souvent, comme bien souvent, de l'homme. En fait, ce qu'on connaît depuis très longtemps sur le déterminisme du sexe chez les mammifères, en particulier chez l'homme, la souris, ou chez les oiseaux, c'est quelque chose qui semblait très fixé. Les mâles étaient XY, sont XY, les femelles XX chez la plupart des mammifères, et chez les oiseaux, les mâles sont ZZ, c'est des chromosomes sexuels également, et les femelles sont ZW. Donc vous voyez qu'ici, chez la femelle, il y a les deux mêmes chromosomes chez les mammifères. Chez le mâle, il y a deux chromosomes sexuels différents, alors que chez les oiseaux, on a deux chromosomes semblables sexuels chez le mâle et non pas chez la femelle, et deux chromosomes différents chez la femelle et non pas chez le mâle. Donc en fait, comme on avait appris dans les livres gravés dans le marbre que le déterminisme du sexe était extrêmement stable chez les mammifères et chez les oiseaux, il semblait normal de trouver la même chose dans les autres espèces qui allaient être analysées. Donc effectivement, au début, c'est un petit peu ce qui semblait sortir des premières analyses, c'est-à-dire que les premières espèces de poissons analysées, vous voyez, on retrouve un type de déterminisme qui est très comparable à celui des mammifères. En allant un peu plus loin,
on analyse d'autres espèces de poissons et on se rend compte que ces espèces de poissons, elles peuvent être, pour certaines, ZZ, ZW, ZZ, ZW, c'est-à-dire comme les oiseaux. Donc vous voyez que déjà, on commence à avoir de la diversité qui apparaît, alors que chez les mammifères, on a un seul type de déterminisme, alors que chez les oiseaux, on a un seul type de déterminisme. Chez les poissons, déjà, on en a deux. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini parce que certaines espèces de poissons, il n'y a plus deux chromosomes sexuels. Là, vous avez le X et le Y, ou le Z et le W. Chez certaines espèces de poissons, vous avez trois chromosomes sexuels qui s'assemblent par deux pour déterminer le sexe. Le X, le Y et le W. Donc vous voyez un mélange entre ces deux types de déterminisme. Oh là, pardon. La touche est très sensible, il faut que je me méfie. Alors, on va y arriver. J'espère. Bon, si j'y arrive pas comme ça, c'est pas grave. Ce qu'on voit, c'est que certaines espèces ont un déterminisme du sexe encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un, deux ou trois chromosomes, il y en a beaucoup plus qui sont impliqués, donc on les appelle polyfactoriels. Donc vous voyez que le schéma commence à se compliquer chez les poissons. Chez les tortues, c'est la même chose, on retrouve l'un des deux déterminismes. Chez les amphibiens, comme chez les poissons, on voit qu'on peut avoir du XXXY ou du ZZZW. Donc c'est déjà plus compliqué que les oiseaux et les mammifères. Et puis si on arrive sur d'autres tortues, des crocodiles, d'autres poissons, des lézards, alors on s'aperçoit que la température, mais aussi d'autres facteurs, mais on va beaucoup insister sur la température, sont capables de gouverner le sexe d'un certain nombre de ces animaux. Et comme ce n'est pas encore suffisamment compliqué, eh bien on s'aperçoit qu'on peut même avoir des interactions entre ces deux types de déterminisme du sexe, celui qui est piloté par les chromosomes, par la génétique, et celui qu'on appelle GSD pour Genetic Sex Determination, et celui qui est piloté par l'environnement, c'est la détermination environnementale du sexe. Et j'ai mis TSD parce que c'est le facteur le plus représenté dans ce qu'on va voir, c'est la température, donc c'est température sex determination. Donc, ce qui a été montré et qui a déclenché beaucoup de travaux il y a bien longtemps, c'est le travail d'un collègue français, Claude Piot, qui a fait un très très joli travail dans le milieu naturel et en laboratoire. Il a analysé les sex ratios, les proportions de mâles qu'il trouvait dans des nids différents, dans des plages où il y avait eu des pontes de tortues. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait des différences de sex ratio énormes. Dans certains nids, il y avait beaucoup de mâles. Dans d'autres nids, il n'y avait pas du tout de mâles. Et donc, il s'est longtemps interrogé sur ce qui se passait. Et au bout d'un moment, il a récupéré des œufs, il les a mis en laboratoire et il les a placés à différentes températures. Et vous voyez qu'aux températures de 18 à, disons, un peu moins de 28, 27,5, eh bien, il n'y a que des mâles qui sont produits. Ici, vous avez la fréquence de mâles. Donc, quand vous êtes tout en haut, ça veut dire qu'il y a seulement des mâles qui sont produits, quand des œufs sont mis à des températures finalement les plus basses pour cette tortue. Et puis, si vous montez un tout petit peu, et c'est là où on commence à s'inquiéter quand on parle de changement climatique, c'est que sur un tout petit peu, ça peut être moins d'un demi-degré. Eh bien, moins d'un demi-degré, ça va commencer à faire basculer la proportion de mâles. Donc ça, c'est plutôt bien parce que pour qu'une espèce se reproduise, c'est mieux qu'il y ait des mâles et des femelles, mais on va voir que ce n'est pas obligatoire. Mais vous voyez que sur une plage de température très courte, on va changer du tout au tout une production où il n'y avait que des mâles pour une production où il n'y a que des femelles à partir de 30 degrés environ. C'était la première démonstration par un Français, il faut le saluer, d'un effet de la température qui déterminait le sexe chez un animal.
et ça a été suivi par beaucoup d'autres travaux. Donc, un premier travail. Alors, ce que je dois dire aussi, qui est important, c'est que quand ce premier travail a été fait, la communauté scientifique a mis beaucoup de mal à l'accepter, et finalement l'a accepté, mais en disant un animal ou une espèce qui a une TSD, dont le sexe est déterminé par la température, forcément n'a pas de chromosome sexuel, donc c'est deux mondes à part. Il y a des animaux dont le sexe va être déterminé par les chromosomes, et alors c'est les animaux nobles, on va dire, bien entendu, comme l'homme. Et puis les animaux où c'est l'environnement qui va déterminer le sexe. Ça aussi, c'était une histoire qu'on nous racontait quand j'étais à l'université, c'est ce qu'on me racontait. C'est plus du tout ce qu'on dit et ce qu'on pense aujourd'hui. Maintenant, on s'aperçoit qu'on peut avoir un déterminisme génétique du sexe, GSD, donc des chromosomes sexuels. Donc ça, c'est ZZ, ZW pour ce lézard magnifique qui est le lézard dragon. Donc le sexe de cet animal est déterminé par la génétique sur une plage de température assez importante. Et quand on monte un petit peu la température, et ça se passe dans le milieu naturel, eh bien, à ce moment-là, on voit qu'on n'est plus à 50% de mâles, 50% de femelles, mais on voit que la proportion de mâles s'effondre et qu'on va féminiser et que les individus qui normalement auraient dû être des mâles, les ZZ, sont devenus des femelles simplement par le biais de la température. Si on prend cet autre lézard, Bassiana, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une espèce là où le déterminisme génétique est XY, XX. On a une plage de température où c'est les chromosomes qui déterminent le sexe. Et dès que la température est inférieure à cette plage, alors là, c'est la température qui prend le pas et qui pilote le déterminisme du sexe. Donc ça, on s'aperçoit tout d'un coup que, contrairement à ce qu'on nous avait raconté, eh bien, on n'a pas une exclusivité. On peut avoir des chromosomes qui déterminent, l'environnement qui détermine, mais aussi les deux qui interagissent. Et là, on voit bien que cette interaction, elle va biaiser un certain nombre de résultats qu'on s'attendait à avoir. Alors, on va passer aux hermaphrodites. Donc, les hermaphrodites, c'est quelque chose qui est plus connu. Ce sont des animaux et des espèces dont l'ensemble ou une partie des individus vont être capables de produire au cours de leur vie, non pas seulement des spermatozoïdes ou seulement des ovules, mais ils vont être capables de produire les deux types de gamètes, des ovules et des spermatozoïdes, pour certains en même temps, pour d'autres de manière successive. Ça représente seulement, j'allais dire, 5% des espèces animales. Mais 5% des espèces animales, ça fait beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez les poissons, on estime à peu près 500 espèces le nombre d'espèces hermaphrodites. Donc, ce n'est pas si petit que ça. Alors ensuite, toujours, ne retenez pas ces noms barbares, mais regardez comment ça marche. Donc on va avoir une première classe d'hermaphrodites qui sont les hermaphrodites successifs, donc qui vont changer de sexe au cours de leur vie, grâce à un certain nombre de facteurs qu'on verra après. Le premier cas, c'est les protérogynes. Les protérogynes vont d'abord être femelles, vont se reproduire, et après la reproduction, si ça passe, j'ai un peu de mal avec le pointeur, ah voilà. Après la reproduction, on a un changement de sexe, l'animal change de sexe et devient un mâle, et ce mâle va être fonctionnel et se reproduire. Ce que je vous montre là, ce n'est pas des expérimentations en laboratoire, hein, c'est ce qui se passe dans le milieu naturel. Le deuxième cas de figure, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, on était d'abord femelle et on devenait mâle. Les protandres, on est d'abord mâle, on se reproduit, et une fois qu'on s'est reproduit, on change de sexe, on devient femelle. Ensuite, il y a une troisième classe qui est celle des bidirectionnels. Donc là,
il y a encore plus de possibilités. On est par exemple au départ femelle, on change de sexe, on devient mâle, et puis pour les besoins d'une communauté dans laquelle il manque de femelles, eh bien, on va être tout à fait capable de dire ah ben, il manque de femelles, je vais redevenir une femelle. Donc c'est ce qu'on appelle un hermaphrodite successif bidirectionnel. Il peut aller dans les deux sens, comme ceci ou comme cela. Donc évidemment, il y a l'autre cas de figure qui est... Et puis il y a encore plus incroyable, il y a les hermaphrodites simultanés qui vont avoir une gonade qui en même temps va réussir à produire des spermatozoïdes et des ovules. Et dans la plupart des cas, dans la très très grande majorité des cas, il faudra quand même deux individus hermaphrodites simultanés, l'un apportant le sperme, l'autre apportant les ovules pour faire une fécondation. C'est ce qu'on appelle la fécondation croisée. Mais vous verrez que dans au moins une espèce, on peut avoir de l'autofécondation. C'est-à-dire qu'un même individu va produire du sperme, des ovules, et va produire ses propres descendants sans aller chercher qui que ce soit ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'autofécondation. Et encore une fois, on est dans quelque chose qui existe dans le milieu naturel. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, je commence par une espèce que tout le monde connaît forcément. C'est, forcément, tous les gens qui vivent au bord de la mer l'ont vu, ou tous les gens qui mangent des coquilles Saint-Jacques l'ont vu. C'est ces espèces de patelles qui se fixent sur les coquilles Saint-Jacques. C'est un mollusque, c'est la crépidule. Et cette crépidule, son nom d'espèce, c'est Crepidula fornicata. Le fornicata, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a appelé cette espèce comme ça. Donc en fait, on va voir qu'il y a une diversité de facteurs qui induit le changement de sexe chez les hermaphrodites et qu'il y a une diversité d'espèces et de taxons et de clades qui sont porteurs d'espèces hermaphrodites. Donc la fameuse crépidule, donc je vous l'ai montré tout à l'heure là sur une coquille. Voilà comment ça se passe. En fait, on va avoir des individus qui vont se fixer sur des rochers, par exemple, ou sur une coquille. Et puis, cet individu va grossir doucement. Puis, un deuxième individu va arriver par voie libre dans la colonne d'eau, va se métamorphoser, va descendre et va réussir à monter sur la première coquille et se fixer au-dessus. Puis une troisième, puis une quatrième, etc. On peut avoir une vingtaine à peu près de crépidules, d'individus qui se montent les uns sur les autres. Et alors, quand on regarde un petit peu le détail de ce qu'on a, ben on voit que systématiquement, les gros individus qui sont à la base, ici par exemple, ce sont des femelles. Celle-là aussi, c'est une femelle. Et les individus plus petits qui sont au-dessus, ce sont soit des juvéniles, soit des mâles. Et donc, en fait, ce gros paquet va se reproduire. Les mâles qui sont au-dessus vont envoyer des spermatozoïdes aux femelles qui sont en dessous pour les féconder. Les œufs vont donner des embryons qui vont être libérés dans le milieu naturel et le cycle continue. Donc en fait, là aussi, on s'aperçoit qu'on va avoir cette différence de sexe entre les individus de la base, toujours des femelles, les gros individus sont à la base et sont des femelles, et les petits individus sont en haut et sont des mâles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les petits individus se fixent sur ceux qui sont déjà fixés, et tous ces petits individus sont des mâles ou des juvéniles, je vous l'ai dit, et ils vont, en grandissant, petit à petit, changer de sexe. Donc, par exemple, ici, il y a un juvénile qui était un petit mâle, en fait, qui a grossi et qui est devenu une femelle. Et ce mâle-là, au fur et à mesure de sa croissance, va finir par devenir une femelle, et d'autres mâles vont se mettre au-dessus, etc., etc. Donc, vous voyez, changement de sexe chez un mollusque. Un autre mollusque très connu, c'est l'escargot de Bourgogne. Donc là aussi,
hermaphrodite. Hermaphrodite protandre. Donc protandre, c'est je suis d'abord mâle, je me reproduis, ensuite je suis femelle. Là, en l'occurrence, c'est je suis d'abord mâle, mais très peu de temps après, je vais produire des ovules. Et donc, je vais pouvoir me reproduire 2 fois. Une fois avec un petit copain qui va produire les gamètes du sexe opposé, et puis une deuxième fois avec un autre copain après que j'ai produit l'autre type de gamètes. Donc par exemple, celui-là va d'abord fournir le sperme et celui-là les ovules, et puis celui-là va ensuite produire des ovules et avec un autre partenaire être fécondé par le spermatozoïde du second individu. On est dans une fécondation croisée. Toujours un mollusque. Donc ça, c'est un gastéropode, mais qui est aquatique, d'eau douce. Donc celui-là, il est aussi hermaphrodite, mais hermaphrodite simultané. Donc il va produire une gonade où il y a à la fois des spermatozoïdes et des ovules. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-là, il est aussi capable d'autofécondation. On va voir que chez les poissons, il y a de l'autofécondation. Ça, c'est un mollusque capable d'autofécondation. Dans la majorité des cas, il se reproduit par fécondation croisée. Mais quand la situation l'exige, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de partenaire, eh bien, il est parfaitement capable de faire son autofécondation. On reste sur les hermaphrodites, mais on passe chez les poissons. Donc là, il y a des photos magnifiques pour ceux que ça intéresse. On a la chance d'avoir beaucoup de photographes sous-marins qui font des photographies magnifiques. Et en plus, ils ont la gentillesse de permettre aux conférenciers d'en utiliser. Donc voilà, je crois qu'il y en a dans la salle. Donc je les remercie encore. Donc, un poisson emblématique des hermaphrodites, c'est le labre à tête bleue. Donc la tête bleue, on la voit bien ici, chez le mâle. Donc en fait, ces hermaphrodites, ils vivent dans des groupes de récifs coralliens. Et puis on a en fait un mâle qui est un mâle dominant, qui a une parure vraiment très différente de celle des femelles. Et il va protéger le harem. Et ce qui se passe, c'est que si jamais on enlève ce mâle, j'ai appuyé un peu vite, j'ai enlevé le mâle, quand on enlève le mâle, une des femelles va commencer à changer de comportement. C'est vraiment dans les minutes qui suivent, dans les 10 minutes qui suivent le retrait du mâle, vous avez un comportement qui change radicalement. La femelle devient extrêmement agressive et développe un comportement de cour, mais qui est un comportement de cour de mâle. Donc ce qu'on voit, c'est que la disparition du mâle génère toujours chez la plus grosse femelle un début de changement de sexe, mais ça commence au niveau du cerveau. Ce changement de comportement, il va se compléter dans les heures qui suivent par des changements de coloration. Et petit à petit, on va voir cette grosse femelle qui petit à petit va acquérir le patron de coloration, le comportement et le fonctionnement du système nerveux central et des gonades d'un mâle. Et en fait, la gonade de cette femelle, donc c'était une gonade totalement femelle, en 10 jours simplement, va devenir un testicule capable de produire du sperme. Donc c'est un processus extrêmement complexe puisque ça touche le comportement, la coloration, les gonades, le cerveau, etc. Et vous voyez que chez certaines espèces, en l'espace de 10 jours, tout est réglé. Donc vous voyez, on ne perd pas de temps, on a perdu le mâle, eh bien il faut refaire un mâle pour protéger le harem, et ben on va le fabriquer. Alors ça c'est une espèce que à peu près tout le monde connaît. Je vous ferai grâce de pourquoi tout le monde la connaît, mais tout le monde la connaît. Et donc, notamment cette espèce Amphiprion percula, un poisson clown, il y a plein d'espèces il y a plusieurs espèces de poissons clowns. Donc là aussi, on a des groupes qui sont extrêmement structurés. Vous savez que ces groupes, ils sont structurés autour ou dans une anémone de mer, parce qu'il y a une protection réciproque, chacun apporte à l'autre.
Et là, le pilote, le chef, c'est une femelle. Donc le plus grand poisson du groupe, c'est une femelle, et accompagné d'un mâle, qui est un mâle reproducteur, qui est le deuxième poisson le plus gros de cette colonie. Et ce couple est le seul couple qui se reproduit, alors, théoriquement en tout cas. Et le reste du groupe, ce sont des mâles non reproducteurs, ils ne se reproduisent pas, et des juvéniles. Alors à quoi ils servent? Eh bien c'est simple, c'est qu'en fait, si la femelle disparaît, eh bien le mâle reproducteur va prendre la place de la femelle en changeant de sexe, et à ce moment-là, on remonte le statut d'un cran. Donc effectivement, si le mâle prend la place de la femelle, il faut qu'il y ait un mâle qui apparaisse, et donc c'est un des petits mâles qui va prendre le relais. Alors on peut aussi voir ça quand il y a des individus qui créent, enfin qui essayent de former un nouveau groupe, une nouvelle colonie dans un autre système d'anémones. Donc vous voyez qu'il y a un ordre pour accéder au sexe féminin chez le poisson clown. Le mâle reproducteur est prioritaire, c'est lui qui normalement deviendra la future femelle qui va régner sur ce groupe. Et puis ensuite, le plus grand des mâles non reproducteurs va devenir mature sexuellement, etc., etc., etc. Et certains individus, potentiellement, ne deviendront jamais femelles parce qu'ils vont mourir avant que la femelle disparaisse, la seule femelle du groupe disparaisse, et donc ils resteront mâles toute leur vie. Donc là, c'est pareil, c'est une autre espèce de poisson clown. Donc dans celle-là, on a également une relation privilégiée avec les anémones. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est l'anémone fournit le gîte et le couvert. Le gîte, c'est l'abri et les tentacules urticants, etc. Et le couvert, c'est parce que les poissons vont se nourrir de ce qu'ils trouvent à l'intérieur de l'anémone et réciproquement. Et donc là aussi, tous les individus sont d'abord des mâles, et puis le plus grand ou le plus fort va devenir une femelle qui va se reproduire avec le seul mâle. Et là également, on va avoir des transitions mâle-femelle si on enlève le poisson dominant. Là également, tout commence dans le système nerveux central et dans le cerveau. Alors, ensuite, il y a une autre espèce hermaphrodite qui est... Bon, alors, la photo est absolument magnifique. C'est le gobie à bandes bleues. Donc là, on est dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les hermaphrodites bidirectionnels. Donc cette espèce, elle peut changer de sexe dans un sens ou dans l'autre. Elle peut changer de sexe une première fois, puis revenir en arrière si nécessaire. Donc en fait, il y a une capacité de s'adapter en fonction des besoins du groupe. Donc par exemple, si la proportion de femelles dans le groupe n'est pas suffisante, eh bien, un individu mâle peut redevenir femelle pour augmenter la proportion de ces femelles. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Un poisson que j'aime bien, que j'appelle le poisson qui vit dans les arbres, c'est le kili des mangroves. Donc son petit nom, c'est Cryptolebias marmoratus. Donc la mangrove, vous connaissez cet écosystème absolument fabuleux. Ce sont des arbres ou des arbustes qui font des réseaux racinaires absolument considérables et qui abritent des quantités d'espèces aquatiques phénoménales, ce qui fait que dans les zones où cette mangrove est détruite parce qu'il y a de l'aquaculture de crevettes, parce qu'on a récupéré des zones pour transformer le paysage, etc., etc., eh bien, on va éliminer des endroits extrêmement précieux pour la biodiversité. Et notamment cette espèce qui est absolument incroyable. Vous allez voir, si j'arrive à changer, voilà. Donc, ici, votre fameuse mangrove. Vous voyez que l'eau a baissé. Les racines sont quasiment à sec. Bon, il y a encore un peu d'eau derrière, mais tout ça était rempli d'eau. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce petit poisson, quand il est dans cette zone et qu'éventuellement il est piégé,
eh bien, il peut rentrer, quand il y a encore suffisamment d'eau, il peut rentrer dans des trous qui sont creusés par les insectes dans certaines de ses racines. En gros, ces racines vont être mangées de l'intérieur par des insectes, elles vont s'évider, et ce petit poisson, eh bien, pour se protéger de la dessiccation, il n'y a plus d'eau, donc il faut se protéger. S'il n'a pas pu rejoindre l'eau, une technique, c'est d'être à l'intérieur de ces racines vides, et à l'intérieur de ces racines, donc il y en a un qui est ici, là, donc ça c'est une des fameuses racines de mangrove, et vous voyez le poisson qui est à l'intérieur, qui est vivant, hein, il n'y a plus d'eau, mais il est à l'intérieur et il peut tenir assez longtemps, il peut tenir 2 mois à peu près comme ça, parce que ce milieu conserve une certaine humidité et que cette espèce a une capacité de respirer de manière cutanée quand il est en dehors de l'eau comme ça. Donc tant qu'il est dans un certain degré d'humidité, eh bien, il arrive à survivre. Et en fait, à l'intérieur de ces racines, j'ai mis ici un haricot vert, on peut trouver jusqu'à une vingtaine de poissons empilés les uns au-dessus des autres. Évidemment, ils ne peuvent pas se reproduire ensemble, ils sont complètement coincés à l'intérieur de cette racine. Mais par contre, ils peuvent se reproduire de manière très très originale par autofécondation. Donc là, c'est ce que je vous ai remis, hein, la mangrove, les racines, et puis ce fameux petit poisson qui va, quand il y a de l'eau, pouvoir rentrer dans les racines évidées, etc. Donc en fait, là, chez cette espèce, on va trouver 2 types d'individus. En fait, il y en a 3, mais pour simplifier, je vais dire 2. Des hermaphrodites et puis des mâles. Il n'y a pas de femelle. Alors, il n'y a pas de femelle, mais il y a un hermaphrodite. Donc, l'hermaphrodite a à la fois une gonade mâle, une gonade femelle. Donc, l'hermaphrodite va être capable de produire des œufs et du sperme, mais l'hermaphrodite produit relativement peu de sperme. Donc, avoir un mâle qui n'est pas hermaphrodite permet d'avoir, entre guillemets, une espèce de réserve de sperme pour la population. Mais surtout, vous voyez bien qu'un système qui fonctionnerait exclusivement par autofécondation s'appauvrirait génétiquement, puisque ce qui fait la biodiversité, c'est la variabilité génétique, c'est-à-dire que si on perd de la variabilité génétique parce qu'on se reproduit toujours avec soi-même, eh bien, il y a un moment où on va avoir quelque chose qui va dégénérer génétiquement et donc après biologiquement. Donc en fait, ces mâles permettent de ramener un petit peu, de conserver un petit peu de variabilité génétique en ayant la possibilité de féconder des œufs qui ne l'ont pas été, des hermaphrodites. J'ai un peu de mal pour changer de diapo, je suis désolé. Voilà. Je passe au crocodile. Donc, le crocodile, il fait toujours très peur. Les bébés crocodiles sont toujours très mignons et font beaucoup moins peur. Et ils ont cette particularité intéressante, c'est que le sexe d'un crocodile est déterminé par l'environnement. Donc c'est la température qui va faire qu'un petit bébé crocodile va devenir un mâle ou va devenir une femelle. Un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la tortue. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré cette tortue-là. Je vous ai dit, quand on est à des températures basses, on fabrique des mâles. Quand on est à température haute, chez cette tortue, et chez beaucoup de tortues, on fabrique des femelles. Chez les crocodiles, je vous en ai mis certains là, c'est exactement l'inverse. Les fortes températures fabriquent des mâles et les températures plus basses fabriquent des femelles. Donc là aussi, c'est le degré de température du nid qui va déterminer qui sera mâle, qui sera femelle. On passe chez les lézards. Donc ce petit lézard, le Jackie lizard, il a permis de montrer qu'effectivement, de mieux comprendre pourquoi, quel était l'intérêt de cette possibilité de changer de sexe avec la température. Le pourquoi, quel est l'intérêt? Eh bien, il est lié à ce qu'on appelle la fitness. La fitness,
c'est en français, on va dire, l'efficacité de reproduction. Donc en gros, on peut le traduire par, en tout cas chez cette espèce, par le nombre de descendances qu'un individu est capable de produire. Donc ça, c'est le modèle des effets de la température sur le sexe. Donc si vous prenez des températures basses, vous voyez que vous allez avoir très peu de mâles produits. Si vous prenez des températures hautes, vous mettez des œufs à température haute, vous allez avoir très peu de mâles produits. Si par contre vous êtes à température haute, vous allez avoir beaucoup de femelles. Si par contre vous êtes à température basse, vous allez avoir beaucoup de femelles. Et si vous êtes entre les deux, vous aurez très peu de femelles, mais vous aurez que des mâles. Eh bien, ça, c'est ce qu'on observe si on prend des mâles et des femelles qui ont été produits à ces différentes températures, basses, moyennes, hautes, et on s'aperçoit que ces différents types de mâles vont avoir des succès reproducteurs tout à fait différents. C'est-à-dire que les mâles qui proviennent de ces températures intermédiaires où il n'y avait que des mâles, justement, vont avoir une excellente fitness, c'est-à-dire un nombre de descendances extrêmement élevé. Les femelles vont avoir très très peu de descendance dans cette gamme de températures. Inversement, si vous vous mettez à température extrême, haute ou basse, vous allez avoir les femelles qui vont avoir une efficacité de reproduction énorme, alors que les mâles n'en auront très très peu. Donc vous voyez bien que la fitness d'un sexe va être supérieure à la fitness de l'autre sexe. Ici, dans ce cas-là, la fitness des mâles va être bien supérieure à la fitness des femelles, selon les conditions dans lesquelles on se trouve. Si on est dans une gamme de température qui produit des mâles, eh bien dans cette gamme de température, c'est les mâles qui vont avoir la meilleure fitness. Dans la gamme de température qui produit que des femelles, eh bien la fitness des femelles va être bien meilleure que celle des mâles. Donc ça, c'est un petit peu une des clés de l'intérêt d'avoir un sexe qui est piloté par l'environnement. L'intérêt, c'est qu'effectivement, ça va se traduire par un nombre de descendances produites beaucoup plus important que si on était resté mâle toute sa vie ou si on était resté femelle toute sa vie. Parce que dès qu'il y a une période de thermique favorable, eh bien, ce changement de sexe va permettre d'augmenter le nombre de descendances en ayant le bon sexe. Donc en fait, on est en train de s'apercevoir que les pilotes environnementaux du déterminisme du sexe, ici la température, et les pilotes chromosomiques peuvent parfaitement coexister chez certaines espèces en tout cas. Ici, donc, on a ce lézard, Bassiana. Donc, si on se met en laboratoire, on s'aperçoit qu'effectivement, la température va faire varier le sexe ratio, c'est-à-dire que plus on augmente la température, plus on va diminuer la proportion de mâles. Vous voyez qu'à 15 degrés, on a à peu près 70% de mâles. À 23 degrés, on a une quarantaine de pourcents de mâles. Mais curieusement, par rapport à ce qu'on avait expliqué à Claude Piot quand il avait mis en évidence les effets de la température, on lui avait dit s'il y a de la TSD, il ne peut pas y avoir des chromosomes. S'il y a des chromosomes, il ne peut pas y avoir de TSD. Là, c'est un contre-exemple intéressant où on a des effets de la température, et ces températures sont des températures biologiques, c'est-à-dire qu'elles correspondent à ce qu'on trouve dans le milieu naturel. Et chez cette espèce, on a même une différence visible sur les chromosomes. On a ici une femelle avec deux chromosomes semblables, donc c'est des chromosomes X, et on a un mâle ici avec un chromosome X et un chromosome Y. Donc on a bien un déterminisme chromosomique qui cohabite avec une sensibilité à l'environnement. Alors ensuite, il y a un travail qui a été fait dans le milieu naturel sur cette même espèce, et ce travail il a été fait parce qu'il y avait la possibilité de vérifier le sexe génétique. Donc au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait le faire en faisant des caryotypes. C'est un travail qui est
long et qui ne permet pas d'aller très très vite. Maintenant, il y a des techniques moléculaires qui permettent d'aller beaucoup beaucoup plus vite et qui donnent des marqueurs moléculaires de ces deux chromosomes. Donc on peut, en prenant des petits morceaux de nageoire, de nageoire, là c'est un lézard, donc non, mais quelques cellules de la queue, on va pouvoir déterminer si c'est un mâle ou si c'est une femelle, sans tuer l'animal, simplement en prélevant quelques cellules. Et quand on fait ça, eh bien, on peut aller dans le milieu naturel et regarder le sexe phénotypique, c'est-à-dire le sexe d'un individu. Je prends un individu, je regarde s'il est mâle ou femelle, et puis je vais regarder son sexe génétique avec ses marqueurs. Et vous voyez que sur les mêmes individus qui sont analysés, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Alors que l'analyse génétique a trouvé à peu près 50% de mâles, eh bien, le phénotype sexuel trouve 78% de mâles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce milieu naturel, il y a une certaine proportion de mâles qui ne sont pas des mâles XX, qui ne sont pas des mâles XY, mais qui sont des mâles XX. Ça veut dire que dans le milieu naturel, un facteur, donc a priori la température, a inversé le sexe d'un certain nombre d'individus XX, les transformant en mâles. Chez une autre espèce qui est le lézard dragon dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu un travail équivalent qui a été fait dans le milieu naturel. Il y a eu des prélèvements qui ont été réalisés. Donc on a dans cette espèce les ZZ chez les mâles et ZW chez les femelles. En noir, vous avez les individus qui ont été collectés, identifiés comme des femelles. Et en blanc, les individus qui ont été collectés, identifiés comme des mâles ZZ. Puis vous avez du rouge. Le rouge, ça correspond à quoi? C'est des individus qui, là aussi en utilisant des marqueurs génétiques, ont permis de déterminer, d'identifier des individus qui étaient inversés. Ces individus étaient des femelles, quand on les regardait, c'était bien des femelles. Quand on les reproduisait, c'était bien des femelles. Mais quand on regardait les chromosomes sexuels, c'était ceux d'un mâle. Donc c'est un mâle qui a été féminisé et qui a été féminisé par la température. Alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi on retrouve un résultat qui est similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ces néo-femelles ZZ, donc des mâles génétiques qui ont été inversés en femelles par la température, eh bien ils ont une excellente fitness, ils ont une excellente capacité de reproduction, puisqu'elles produisent plus de 2 fois plus d'œufs qu'une femelle génétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, on retrouve cette fameuse théorie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour changer de sexe, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Là, l'intérêt, une fois de plus, c'est je vais produire davantage de descendants. Et ici, je produis davantage de descendants, notamment parce que je produis beaucoup plus d'œufs. D'accord? Je vais passer à un animal que j'aime bien parce que c'est une de mes espèces sur laquelle je travaille au quotidien, c'est le tilapia. Donc là aussi, on a montré qu'il y avait une interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs thermiques qui vont déterminer le sexe chez ce tilapia du Nil. Et on a apporté un certain nombre de preuves dans le milieu naturel. Et là aussi, on retrouve des éléments sur la fitness de ces individus. Donc quand vous allez en Afrique, qui est le pays, la région où se trouve le tilapia, et en particulier le tilapia du Nil, vous avez dans des zones très très peu profondes, c'est-à-dire là il y a 2 cm d'eau maximum, on est sur le bord d'un grand lac, ici au Sénégal, ici au Burkina Faso, eh bien vous voyez tous ces petits alevins. Ici vous avez une baguette, ça vous donne une taille de ces alevins. Eh bien ces alevins, ils sont dans 1 cm d'eau, pas plus, quoi. Donc quand vous avez aussi peu d'eau, bien évidemment, quand il fait chaud, là vous avez des températures qui peuvent facilement dépasser les 32 degrés.
Et 32 degrés, ça tombe bien parce que c'est la température à partir de laquelle les alevins de tilapia vont être masculinisés par les fortes températures. Donc, déjà, premier élément, dans le milieu naturel, ce qu'on avait montré en laboratoire, c'est-à-dire que les fortes températures sont capables de masculiniser, eh bien, dans le milieu naturel, on trouve bien des alevins dans des zones d'eau où les températures dépassent largement cette température de 32 degrés. Donc, en fait, le tilapia, il fonctionne comme ça. On a des adultes qui vont créer des zones de reproduction. Donc, en fait, ce sont les mâles qui vont installer ces zones. Ils vont creuser des nids, on en voit un ici, pour attirer les femelles matures. Le mâle est ici, la femelle est ici, la femelle est en train de pondre. Le mâle surveille la ponte. Dès que la femelle aura fini de pondre, elle va se pousser un petit peu. Le mâle va féconder les œufs en passant juste au-dessus. Et la femelle va immédiatement reprendre les œufs pour les incuber dans la bouche. Donc elle va les incuber dans la bouche pour les protéger pendant toute la résorption de l'œuf et jusqu'à ce que les alevins deviennent capables de se nourrir de manière autonome, indépendante. Donc la femelle, elle va, une fois la reproduction terminée, aller se cacher dans des zones protégées. C'est des zones dans lesquelles il y a des végétaux, c'est des zones dans lesquelles il y a des petits rochers, etc. Elle va incuber ses œufs et au bout d'un moment, au bout d'environ 6-7 jours, les alevins ont encore un petit peu de nourriture dans leur sac vitellin, mais ils commencent à savoir nager, donc ils commencent à sortir de la bouche de la femelle. Et c'est assez spectaculaire parce qu'on les voit sortir, rentrer. Et notamment, toutes les nuits, tout le monde rentre à la maison dans la bouche de la maman. Bon, il peut y avoir des erreurs. Quelquefois, on en retrouve dans la femelle de la voisine, mais ça, c'est pas très grave. Et ce qui est intéressant, c'est que ces alevins, ils vont aller, en fait, au bout d'un moment, se nourrir dans les zones peu profondes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et dans ces zones peu profondes, d'une part, il y a beaucoup plus de proies, de plancton. D'autre part, ils sont protégés des prédateurs parce qu'il y a très très peu d'eau, donc les prédateurs ne peuvent pas aller dans ces zones aussi peu profondes. Et ce qui est intéressant, c'est que les alevins qu'on trouve dans ces zones très chaudes, eh bien, c'est des alevins dont l'âge est compatible avec une sensibilité de la gonade à des fortes températures qui peuvent les masculiniser. Puis ensuite, les juvéniles vont repartir plus au large, etc. Donc en fait, pendant la période critique de thermosensibilité, c'est-à-dire de sensibilité de la gonade, on trouve bien des nuages d'alevins dans des zones où les températures masculinisantes qu'on avait trouvées en laboratoire, c'est-à-dire de 32 à 36 degrés, sont parfaitement trouvées, au moins pendant la saison sèche, dans le milieu naturel. Alors, pour aller plus loin, ce qui a été fait, c'est de vérifier que c'est bien un choix des alevins d'aller dans ces zones où la température est élevée. Donc pour ça a été utilisé un dispositif qui s'appelle le préférendum thermique. Donc en fait, c'est un dispositif très simple où on met des aquariums qui sont reliés entre eux par des petits morceaux de tuyaux. Donc les poissons, c'est les petits poissons, des alevins, peuvent parfaitement passer d'un aquarium à l'autre et chaque aquarium va avoir une température différente. C'est un continuum, donc un va être à 28 degrés, qui est le préférendum thermique, on va dire, de l'espèce. Le deuxième compartiment va être à 32, le troisième à 36,5. Et donc les alevins, encore une fois, peuvent aller choisir quel est l'aquarium dans lequel ils se sentent le mieux. Et puis il y a un dispositif équivalent qui est le contrôle, dans lequel tous les aquariums sont au préférendum thermique, 28 degrés, qui va permettre de voir si c'est un hasard ou pas que les animaux passent dans tel aquarium ou dans tel autre, en comparant ce qui se passe là et ce qui se passe là. Quand on regarde où vont les alevins quand ils ont la liberté de se déplacer, c'est un travail qui est fait avec des analyses d'images, des caméras, etc.,
eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une première période d'environ 5 jours où les alevins vont passer majoritairement leur temps dans le compartiment 3. Le compartiment 3, c'est celui qui est à 36,5 degrés. Donc c'est celui qui a très forte température. Puis il y a une deuxième période, ici en vert, où les alevins vont aller dans le compartiment 2 majoritairement, qui est le compartiment à 32 degrés. Or, ces deux températures sont des températures qui masculinisent les alevins de tilapia. Donc ce travail montre que le préférendum thermique d'un petit bébé tilapia, c'est effectivement pendant ces stades-là, pas après, hein, après ça diminue, le préférendum va diminuer, mais pendant ces stades-là, ce sont les fortes températures qui attirent les alevins. Et justement, ces fortes températures vont être capables de masculiniser ces alevins. Quand on regarde ce que ça induit, je ne vais pas vous détailler l'expérimentation, mais en gros, toutes les familles qui ont été mises dans ces dispositifs de préférendum ont été masculinisées plus ou moins fortement par ce préférendum thermique. Donc ça montre qu'il y a un choix de l'alevin d'aller dans des zones où les températures sont fortes, et ces températures fortes sont capables de les masculiniser. Donc ça, c'est une autre manière de montrer qu'effectivement, ces fortes températures sont bien rencontrées dans le milieu naturel et qu'il y a bien des déviations. Donc en fait, au Burkina Faso, on a capturé un certain nombre de mâles et de femelles dans un lac, et puis on a reproduit ces mâles et ces femelles. Chaque descendance a été divisée en deux parties. Une partie a été élevée à une température de 28, une autre à une forte température. Donc vous avez une première famille, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et vous voyez que dans toutes les familles, quand on augmente la température, il suffit d'une dizaine de jours, pas plus, eh bien on augmente la proportion de mâles, parfois extrêmement fortement. 10 jours de forte température va là multiplier par 2 à peu près la proportion de mâles. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des variations familiales de thermosensibilité. Ça montre que dans le milieu naturel, il y a des familles qui sont sensibles mais peu sensibles, et qu'il y a des familles qui sont très sensibles. Il y en a une ici qui est encore plus sensible. Et ça, très rapidement, c'est une analyse des températures qui a été faite avec des petits loggers qui prennent la température toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes dans le milieu naturel, et qui montre quoi? Qui montre que le nombre de jours où la température est suffisante pour inverser le sexe chez le tilapia existe bien dans le milieu naturel, et qu'en fait, on a suffisamment de jours chauds pour que, compte tenu des températures qu'on observe, on est bien. Donc en rouge, c'est les jours où la température est supérieure ou égale à 32, en bleu, où la température est inférieure à 32, 32 étant le seuil des températures qui masculinisent. Alors, une étudiante a étudié le comportement de ces fameux néomâles, c'est-à-dire des individus qui sont génétiquement femelles et qui ont été masculinisés par la température. Toujours pareil, pour voir si la fitness, l'attractivité, la capacité de se reproduire d'un mâle produit par la température est comparable à un mâle génétique. Donc en fait, je ne vous montre pas toutes les expérimentations, il y en a eu beaucoup, mais le principe est très simple. On met une femelle qui est prête à pondre dans un compartiment central, on met un mâle classique ici, on met un néomâle de l'autre côté, on met des séparations. Dans un premier temps, les individus ne se voient pas. Dans un deuxième temps, on enlève les séparations, mais par précaution, on laisse des grilles pour ne pas que les individus s'agressent. Et puis, les animaux, quand on enlève cette première plaque, peuvent se voir, peuvent se sentir. Ces individus émettent des phéromones. Et ensuite, on regarde si la femelle qui est prête à pondre va se diriger plutôt vers un néomâle XX ou plutôt vers un mâle XY. Et en fait,
le résultat de l'expérimentation, c'est que les néomâles semblent avoir un pouvoir d'attraction des femelles tout à fait comparable à celui d'un mâle génétique, et que donc la fitness de ces mâles produits par la température est tout à fait comparable, et au moins aussi comparable que celle des mâles génétiques. Alors très rapidement, une autre espèce qui a été analysée dans le milieu naturel, la capucette. En fait, les collègues qui travaillaient sur cette espèce se sont rendus compte que quand ils prenaient des pontes de début de saison, de milieu de saison ou de fin de saison, eh bien, le sexe ratio, la proportion de mâles et de femelles qu'il y avait dans les individus issus de ces pontes, variait au fil de la saison. Les pontes de début de saison, il n'y avait pratiquement que des femelles. Milieu de saison, il y avait à peu près quelque chose d'équilibré entre mâles et femelles. Fin de saison, il n'y avait quasiment que des mâles. Donc en fait, assez rapidement, il s'est dit, est-ce que ce n'est pas un effet tout simple de la température? Donc il a capturé des œufs dans le milieu naturel, il a collecté des œufs dans le milieu naturel, il a placé une centaine d'œufs à 15 degrés, une centaine à 16, etc., etc. Et puis il a regardé le sexe ratio après un certain temps d'élevage dans ces différentes températures des différents groupes. Et vous voyez que plus vous augmentez la température, plus vous augmentez la proportion de mâles. Et donc, en fait, c'est chez les poissons la première espèce chez laquelle une TSD, un effet de la température, a été démontré. C'est une toute petite espèce, mais extrêmement sensible et qui a permis beaucoup d'avancer dans ces domaines. Alors, maintenant, je voulais vous montrer que je vous ai beaucoup parlé de température, mais il y a plein d'autres facteurs de l'environnement qui sont capables de modifier le sexe d'un poisson gonochorique. Il y a le pH. Si vous prenez ces deux espèces de poissons bien connus des aquariophiles, il y a un cyclidé et un poscylidé, eh bien, dans les deux cas, quand vous augmentez le pH, disons quand vous êtes un pH acide, vous avez une proportion plutôt élevée de mâles, voyez, dans les deux espèces. Et quand vous allez vers des pH neutres ou basiques, eh bien, vous voyez que vous effondrez la proportion de mâles dans les deux espèces. Donc le pH, alors ça tombe bien parce que ces deux espèces dans le milieu naturel vivent dans des zones où les pH sont très variables, et le pH va être capable d'agir sur le sexe ratio de ces espèces. Une autre espèce où c'est non pas la température, non pas le pH, mais la densité. Quand vous élevez les individus de manière isolée, vous avez très très peu de femelles. Et plus vous augmentez la densité, plus vous allez faire apparaître des femelles et permettre la reproduction. Donc la densité est aussi un facteur qui peut induire les modifications de sexe ratio. Alors, des résultats relativement récents ont montré que encore un autre facteur pouvait intervenir dans certaines espèces, c'est la photopériode. En Californie, vous avez cette espèce qui s'appelle le grugnon. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais elle est assez spectaculaire, voilà, parce qu'elle va profiter des pleines lunes et donc des très grandes marées pour venir se reproduire sur la plage. Donc en fait, c'est une reproduction massive. Les animaux arrivent ils attendent que la mer soit la plus haute possible et ils profitent des dernières vagues de la grande marée pour aller sortir de l'eau. Vous voyez, la mer est ici, la dernière vague est là. Vous voyez qu'il y a une véritable marée de poissons sur la plage. Heureusement, le sable est très humide. Et assez rapidement, vous voyez que les poissons vont s'enfuir. S'enfuir, pas fuir, s'enfuir. Donc en fait, on le voit très bien sur ces photos-là, et puis sur ce petit schéma. Ce qui se passe, c'est que les femelles arrivent à creuser un trou, s'enfoncer dans ce trou-là. Dans ce trou, elles vont pondre leurs œufs, et les mâles vont véritablement entourer la femelle, et en entourant la femelle, ils vont profiter pour lâcher du sperme dans ce nid. Le sperme va descendre jusqu'aux œufs, féconder les œufs,
Et en fait, à la prochaine pleine lune, nouvelle lune, pardon, les œufs vont éclore et vont pouvoir être emmenés par la marée pour poursuivre leur nouvelle existence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette espèce, elle est à la fois sensible à la température, c'est-à-dire que quand on change la température, 17, 21, 25 degrés, vous voyez que vous changez le sexe ratio. Ici, c'est la proportion de femelles. Donc, vous voyez, quand vous augmentez la température, vous diminuez la proportion de femelles. Bon, il y a deux populations, hein, et dans les deux populations, on a le même résultat. Donc, les fortes températures masculinisent. Si maintenant, on fait varier non pas la température, mais si j'arrive à changer de diapo, voilà, mais la photopériode, ici on a deux photopériodes, 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité, 15 heures de lumière, 9 heures d'obscurité. Eh bien, vous voyez que là aussi, vous allez changer le sexe ratio, vous allez diminuer la proportion de femelles en changeant la photopériode, et c'est vrai pour les deux populations. Donc là aussi, on a un effet de l'environnement, ce n'est pas la température, ce n'est pas la densité, ce n'est pas le pH, c'est la photopériode. Alors, attention, je ne dis pas que toutes les espèces sont toutes sensibles à tous ces facteurs. Je dis simplement que chaque espèce peut avoir des sensibilités à certains types de facteurs de l'environnement et des sensibilités qui vont conduire à des changements de sexe. C'est un peu compliqué pour changer de diapo. Alors, donc, rapidement, pourquoi changer de sexe? Alors en fait, j'ai déjà évoqué un petit peu la question. Il y a, on va dire, principalement deux modèles qui ont été proposés. Un premier modèle, c'est celui de l'avantage relatif de la taille. En gros, ça veut dire que on va avoir des individus qui vont être plus gros comme mâles ou plus gros comme femelles, ou l'inverse, et qui, du fait de cette plus grande taille, vont éventuellement avoir une meilleure fitness, c'est-à-dire une meilleure efficacité de reproduction. Donc ça veut dire qu'effectivement, si un sexe, en ayant une grande taille, a une meilleure fécondité, une meilleure fertilité, eh bien, à ce moment-là, on a intérêt à favoriser un hermaphroditisme qui va permettre que le sexe terminal, on va dire, soit celui qui produise la meilleure fitness. Donc en fait, on a vu sur différents exemples que je vous ai donnés que c'est le cas par exemple chez la crépidule. Les femelles sont en bas et sont très grosses, je vous l'ai expliqué. Je ne vous ai pas montré le détail des expérimentations, mais on montre que ces grosses femelles ont une fitness beaucoup plus importante qu'un mâle qui aurait la même taille. Donc pour l'espèce, il est plus intéressant de faire des gros individus femelles plutôt que de faire des individus qui soient mâles quand ils sont gros. Donc à ce moment-là, il vaut mieux avoir des hermaphrodites protandres, d'abord mâles, pour ensuite devenir femelles, et ce qui permettra ensuite d'avoir des gros individus. On a vu aussi que c'était le cas chez le lézard. Chez le lézard, on a vu qu'effectivement, on avait une meilleure fitness qui collait bien avec la théorie de la TSD chez ce lézard. On a une deuxième théorie qui consiste à dire ce n'est pas nécessairement toujours la fitness qui est importante, ça peut être aussi tout simplement la survie. C'est le cas par exemple chez le killifish. Chez le killifish, je vous ai dit qu'il y avait des hermaphrodites, des individus hermaphrodites, des individus mâles. Or, ces individus, je vous l'ai expliqué aussi, sont soumis à des brusques changements de conditions environnementales. Il y a des changements de salinité extrêmement forts, puis il y a une déshydratation possible. Je vous ai montré que certains individus s'en sortent en allant à l'intérieur des branches ou des racines de mangrove.
eh bien, on s'est aperçu assez récemment qu'en fait, les mâles sont beaucoup plus résistants que les hermaphrodites à ces périodes difficiles. Et en fait, les deux théories se rejoignent un petit peu parce qu'on s'est aperçu que les mâles chez le Rivulus, enfin chez le killifish, avaient une tendance à être plus gros que les hermaphrodites. Et en fait, on pense que d'une part, comme ils n'ont pas à produire des œufs, les œufs, c'est une production qui est à un coût extrêmement élevé d'un point de vue énergétique. La production de sperme est beaucoup moins coûteuse. Eh bien, les mâles ne produisent que du sperme, donc ils dépensent très peu d'énergie pour leur reproduction, contrairement aux hermaphrodites qui vont produire des œufs et qui en plus sont plus petits. Et en fait, quand on fait des analyses de la capacité à résister à ces changements drastiques d'environnement, on s'aperçoit que les mâles sont beaucoup plus résistants que les hermaphrodites. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces deux types d'individus qui se complètent, ceux-là qui permettent d'assurer en permanence, quoi qu'il arrive, des reproductions, puisque l'individu est capable d'autofécondation, et ceux-là qui vont être capables d'une meilleure survie et qui vont de temps en temps féconder des œufs issus des hermaphrodites. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer qu'en fait, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été identifiés comme capables d'inverser le sexe chez des gonochoriques ou capables de provoquer le changement de sexe chez les hermaphrodites. La question que beaucoup de personnes se posent en ce moment, c'est que ce soit les températures, que ce soit le pH, la photopériode, les facteurs sociaux, est-ce que tous ces changements de facteurs, ce n'est pas tout simplement des effets stress? C'est-à-dire quand vous montez la température, quand vous diminuez la température, quand vous enlevez, nous, expérimentateurs, ou simplement un prédateur enlève le mâle dominant ou la femelle dominante dans un harem, il est clair que ça constitue un stress. Donc dans les deux cas de figure, l'inversion de sexe ou le changement de sexe, la grosse question qui se pose actuellement, c'est est-ce que c'est vraiment ces facteurs qui sont responsables de ces changements ou est-ce que c'est le stress, enfin ces facteurs induisent un stress, lequel stress va agir sur les pilotes des deux fameuses cascades dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, le point extrêmement important, et là on revient à ce qui a été dit au début de l'exposé, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que le destin sexuel d'un individu était un processus irréversible. En gros, au moment de la fécondation ou au moment d'un déterminisme environnemental, on a un sexe qui s'établit et après, il n'y a plus aucun changement tout au long de la vie. Bon. Je vous ai montré un certain nombre d'exemples qui montrent que ce soit chez les hermaphrodites ou chez les gonochoriques, eh bien, on est dans un processus qui est dynamique. Je vous l'ai dit tout au début, en fait, quand on devient mâle, quand on devient femelle, c'est parce que une des deux voies qui peut mener à l'ovaire ou au testicule a gagné sur l'autre. Donc, il y a un certain nombre de facteurs chromosomiques ou environnementaux qui peuvent pousser dans un sens ou pousser dans l'autre, mais je vous ai montré aussi qu'effectivement, c'est une lutte, enfin je vous l'ai dit, c'est une lutte qui en fait ne s'arrête pas au moment de la différenciation du sexe. C'est quelque chose qui est permanent pendant quasiment toute la vie d'un individu. Donc en fait, non seulement il faut, pour aller dans un sens, arriver à ce que des facteurs chromosomiques ou environnementaux poussent dans un sens, mais ensuite, il faut que les conditions de vie de l'individu supportent tous les stress environnementaux notamment, pour arriver à conserver pendant le restant de leur vie ce sexe, faute de quoi il y a effectivement, de manière extrêmement courante, des changements de sexe qui interviennent au cours de la vie. Et pour terminer, voilà, je voulais remercier les photographes sous-marins qui m'ont gentiment permis d'utiliser leurs photos
et qui ont permis de rendre, j'espère, cette présentation intéressante. Je vous remercie.